Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 septembre 2021 pour le 248e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire et diplomatique, mais aussi et surtout de la rencontre entre Zelensky et Joe Biden qui a été l'occasion de trucs assez étranges et de pas mal de conneries racontées. Sur le plan militaire, du 28 août au 3 septembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 18 reprises, donc on est en hausse, durant lesquelles elle a tiré 287 munitions, donc là on est à presque le triple par rapport à la semaine passée, dont 4 obus d'artillerie de 122 mm, 78 obus de mortier de 120 et 82 mm, là on est à presque 5 fois plus, et un missile anti-char guidé, je vais y revenir. Ces tirs ont tué un soldat de la RPD, blessé 3 civils dont 2 enfants, ça aussi je vais revenir en détail, et endommagé 13 habitations. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 6 blessés. On a fait aussi des victimes, côté ukrainien, suite à nos tirs de réponse. J'ai pas exactement le détail, mais ouais, on a fait des morts et des blessés, ça c'est clair. Puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en amener près de la ligne de front en violation des accords signés. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté l'arrivée et le déploiement de 37 pièces d'armement lourd, donc on est à plus que la semaine passée. À savoir, dans le détail, on a quand même 5 lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm. On a 2 chars d'assaut T-72, 2 chars d'assaut T-64, un char d'assaut dont le modèle est non spécifié, 2 mortiers Vassiliok de 82 mm, un système de défense anti-aérien Strela 10, on a un véhicule de transport de troupes blindées type BTR, 4 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 18 véhicules blindés. Et bien sûr, comme d'habitude, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la petite carte. Voilà, on continue joyeusement dans les bêtises. Et comme je vous le disais, je reviens en détail sur, entre autres, les victimes civiles et le plus gros des destructions qui ont eu lieu le 28 août, quand l'armée ukrainienne a bombardé Kashtanovoye, qui est en périphérie d'Yassinovataya, et Gorlovka. Donc ils ont commencé le 28 août au matin, ils ont tiré sur Kashtanovoye, ils ont endommagé 4 habitations. Bon, comme d'habitude, ils répondent pas quand on essaie d'utiliser le mécanisme de coordination, donc la milice populaire de l'RPD a répondu. Et il semble qu'ils n'ont pas aimé, donc ils ont décidé de se venger, semble-t-il, sur les civils de Gorlovka. Résultat, le soir même, ils ont tiré à l'artillerie lourde, les obus de 122 mm, c'est là qu'ils ont été tirés, sur le centre-ville de Gorlovka, pas sur la périphérie, sur le centre-ville. Ils ont blessé 2 gamins de 7 et 10 ans, un frère et une sœur qui étaient devant leur maison en train de jouer le soir pour profiter des derniers jours de vacances où ils pouvaient le faire, avant la reprise de l'école. Un obus d'artillerie a atterri dans le jardin de leur maison. Le gamin a été blessé dans le dos, il a reçu des éclats dans le dos, la petite a eu une commotion cérébrale, donc on est allé les voir à l'hôpital, ils ont été soignés, mis sous surveillance médicale, leur maman est restée avec eux. La maison de 2 de leurs voisins a aussi été endommagée par l'explosion de l'obus d'artillerie, parce que ça fait quand même de sacrés dégâts. Le même soir, ils ont aussi tiré des obus, l'armée ukrainienne a tiré des obus de mortier de 120 mm sur la périphérie ouest de Gorlovka, près de la mine Gagarine qui est souvent bombardée. Là, ils ont endommagé 3 habitations de plus. Alors, je vais vous montrer la petite carte quand même, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Quelles que soient les 2 zones qui ont été touchées, et d'ailleurs les habitants nous l'ont confirmé face caméra, je vous encourage à aller voir mon reportage vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, il n'y a ni position, ni soldats, ni pièces d'armement aux endroits qui ont été bombardés par l'armée ukrainienne. Ce ne sont pas des zones qui sont sur la ligne de front, et les mecs ils ont dit on n'a même jamais vu un soldat ici. Voilà. Donc, contrairement à ce que Zelensky nous raconte depuis des mois, parce qu'il a encore répété ça il n'y a pas longtemps, non, l'armée ukrainienne ne répond pas aux tirs de la milice populaire, il tire délibérément sur des civils. Voilà. Oui, parce qu'il continue de prétendre que c'est pas vrai, que c'est de la propagande russe. Mais s'il n'y a ni soldats, ni position, ni pièces d'armement aux endroits qui sont visés, je vois pas comment ça peut être des tirs de réponse. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, la zone où les enfants ont été blessés, c'est vraiment en plein centre-ville de Gorlovka, c'est à 5 km de la ligne de front. C'est une zone qui n'a plus été soumise à des bombardements depuis 2015.
comme l'a confirmé le père des gamins, Mourad. Bon, les gamins ont maintenant peur de rentrer à la maison. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire... Et on a eu de la chance que le bilan soit pas plus lourd, parce que dans la partie près de la mine Gagarine, une des maisons qui a été touchée par les éclats d'obus de 120 mm, c'est une famille avec 3 enfants. Alors heureusement qu'ils ont eu le bon réflexe d'aller se planquer immédiatement dans l'endroit le plus safe de la maison, qui est le couloir, où il n'y a pas de fenêtre, etc. Sans ça, on aurait peut-être eu des blessés supplémentaires, encore des enfants, tu vois. Donc je veux dire, on l'a échappé belle quand même niveau bilan. D'ailleurs, la grand-mère de cette famille, vous irez voir le reportage, elle en a mis plein la gueule à Zelensky, elle l'a traité de tous les noms, et elle lui a dit que récupérer le Donbass, il pouvait oublier, quoi. Elle lui a dit, va te faire foutre. Vraiment, je vous encourage à aller regarder le reportage, je pense que les mots de cette dame sont très, très imagés, mais elle dit clairement, tu tires sur des civils, il n'y a pas de soldats ici, il n'y a pas de position, il n'y a pas de pièces d'armement. Elle le dit de manière très franche et très directe, donc je veux dire, je vois pas comment on peut contester ça, je suis désolée. J'ai regardé partout autour de cette maison, j'ai rien vu, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de militaire autour, quoi. Bon, suite à ces bombardements, la milice populaire de l'RPD a de nouveau mené des tirs de réponse pour supprimer les points de tir de l'armée ukrainienne. Il semble que ils ont décidé encore une fois de se venger sur les civils, puisque le lendemain, l'armée ukrainienne a bombardé le village de Troudovski en périphérie de Donetsk à coups de lance-grenades, et cette fois ils ont blessé un civil de 59 ans. Voilà, il a reçu des éclats au dos et au bras, il a été admis à l'hôpital pour y être soigné. Comme les enfants, ces gens ne sont pas en danger, mais bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Et on a continué dans cette lignée, puisque le 31 août, on a eu 2 habitations qui ont été endommagées dans le district du Kivski à Donetsk. Et là aussi, regardez la carte, on est dans une zone qui est loin de la ligne de front, il n'y a pas de position, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de pièces d'armement, et cette fois, ils ont tiré au missile anti-char guidé, sur une zone résidentielle, c'est quand même incroyable. Il faut croire que les soldats ukrainiens confondent les maisons avec des chars d'assaut. Je vous montre les photos des dégâts, photos qui ont été prises comme d'habitude par la représentation de la RPD au sein du CCCC, donc je rappelle, Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du Cessez-le-Feu. Bon, comme on voit, certes, on n'a pas encore un très très haut niveau de bombardement, mais enfin, le bilan, il est quand même super mauvais, et en termes de destruction, et en termes de victimes civiles. Et je vous dis, on a eu beaucoup de chance, parce que cette famille qui est près de la mine Gagarine, si la mère avait pas eu le réflexe de prendre les 3 gamins et de les amener tout de suite dans le corridor dès qu'elle a entendu le premier obus tomber un peu plus loin, ça aurait pu être, on aurait pu avoir de nouveau des blessés, voire des tués, quand même. Donc c'est... Là, vraiment, je veux dire, l'Allemagne et la France, bien entendu, bouche cousue, tout ça. On n'a pas vu l'OSCE, d'ailleurs, non plus sur place. Pendant que la situation militaire se dégrade, la situation diplomatique suit le même chemin. Bon, ça fait un petit moment, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez que plus ça va, plus les autorités ukrainiennes font des déclarations qui contreviennent aux accords de Minsk, proposent et votent des lois qui, elles aussi, les violent totalement. Alors, la dernière ukrainerie en date d'Alexei Arestovitch, que vous avez déjà, je pense, vous le représentez, quand même un conseiller du chef de cabinet de Zelensky, et qui fait partie de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral. La dernière ukrainerie qu'elle a sortie, c'est juste énorme. Alors, pour que vous compreniez la référence, bon, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, l'évolution, je veux dire, c'est pas d'un coup qu'ils ont dit, les accords de Minsk... on veut en sortir, mais on peut pas en sortir, mais on voudrait en sortir, mais on voudrait les réécrire, voilà. Et bien déjà, en avril 2021, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait déclaré qu'il ne fallait pas laisser Zelensky et son équipe, je cite, se dégager en tortillant comme ils le peuvent du crochet des accords de Minsk. Bon, il semble que suite à la visite de Zelensky à Washington, certains officiels ukrainiens comme Arestovitch se sont poussés des ailes et considèrent que l'Ukraine n'est plus contrainte par les accords de Minsk sous prétexte que le document n'a pas été mentionné dans la déclaration conjointe des présidents américains et ukrainiens. Je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Mais pas du tout.
Hein, je rappelle, c'est pas Biden qui décide si l'Ukraine doit appliquer les accords de Minsk, normalement, sauf si effectivement c'est une colonie, mais à ce moment-là, il faut le dire ouvertement. Mais je rappelle, les accords de Minsk ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, normalement, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est au-dessus du président américain. Normalement, hein, bon, en vrai, c'est un peu autrement, mais dans la théorie, c'est comme ça. Hein. Donc il a dit que, je cite, avant la visite de Zelensky à Washington, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que l'Ukraine ne se dégagerait pas du crochet des accords de Minsk. Eh bien ce crochet n'existe plus, ou du moins l'Ukraine et Zelensky n'y sont plus accrochés. Monsieur Lavrov, je vous salue, nous sommes dégagés du crochet des accords de Minsk. Il s'agit d'une énorme réalisation de notre part, d'une percée. Je vois pas en quoi c'est une énorme réalisation de s'asseoir sur un accord que vous avez signé. Non, mais ils ont une conception de ce qu'est une énorme réalisation qui est un peu bizarre. Hein. Il doit avoir un dictionnaire un petit peu spécial. Hein, donc il a ajouté que l'administration de Biden avait retiré les accords de Minsk de l'agenda de sa rencontre avec Zelensky et que rien que ce fait-là, c'était une grande défaite pour Vladimir Poutine et que l'Ukraine et les États-Unis discutaient de la modernisation, du remplacement ou de l'ajout de points clés à l'agenda des accords de Minsk, ce qui revient en fait à les changer, à les réécrire. Sauf que je vais le répéter encore une fois, pour les bouchers de Kiev, hein, parce qu'ils ont l'air d'être bouchés à l'ébris, il n'y a pas de modification possible des accords de Minsk pour deux raisons. La première, l'Ukraine a signé ces accords en tant que perdante du conflit. Je rappelle, vous avez demandé à signer ces accords parce que votre armée était en train de se faire massacrer et que c'était le seul moyen de sauver ce qu'il en restait. Donc vous n'êtes pas en position de dicter vos conditions. Hein, voilà, vous êtes en position de la fermer et d'appliquer ce que vous avez signé. Voilà. Et en prime, comme je l'ai dit, ces accords ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc vous n'avez que deux variantes en fait. Appliquer les accords de Minsk ou relancer la guerre à grande échelle dans le Donbass. Mais il n'y a pas de troisième option, on vous l'a déjà dit. On ne fera pas de Minsk 3, on ne réécrira pas ces accords, c'est déjà un compromis difficilement atteint. Je rappelle, les premiers accords de Minsk, je crois que c'était 17 heures de négociation entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. On va pas recommencer le marathon. Hein. Je veux dire, on ne donnera pas plus de compromis ou de... à l'Ukraine. Non, vos histoires de faire les élections après avoir récupéré le contrôle de la frontière, ce genre de conneries, on vous permettra pas un scénario croate, vous pouvez arrêter de rêver là-dessus, hein, voilà, vous pouvez oublier. Et puis, je rappelle, comme l'a souligné un politicien russe, que les accords de Minsk, leur but, c'est quand même à terme de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine en ramenant sous le contrôle de Kiev les territoires qui sont actuellement plus sous son contrôle depuis 2014. Hein, voilà. Donc si Kiev se retire des accords de Minsk, il n'y a plus de garantie de maintien de son intégrité territoriale. Les RPD et les RPL seront dégagés de toute obligation de revenir sous le giron ukrainien, ce qui veut dire qu'après la reprise du conflit à grande échelle, puisque comme je l'ai dit, soit vous appliquez les accords de Minsk, soit vous relancez la guerre, hein, y a pas d'autre option. Ça veut dire que l'Ukraine perdra définitivement le Donbass, y compris la partie qui est actuellement sous leur contrôle, hein, parce que si vous croyez qu'on va vous laisser ces territoires, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, pour pas dire ailleurs. D'ailleurs, le chef de la RPL, hein, Leonid Pasechnik, a mis en garde les autorités ukrainiennes contre toute tentative de résoudre le conflit autrement que par la mise en œuvre des accords de Minsk, en leur disant que les conséquences pourraient être totalement imprévisibles pour l'Ukraine. Voilà, je pense que c'est clair. Et de fait, je pense qu'il ferait bien de réfléchir quand même à Kiev, parce que le crochet des accords de Minsk, en fait, c'est ce qui maintient encore un tout petit peu ensemble l'Ukraine et le Donbass. C'est ce qui l'empêche l'Ukraine de perdre encore plus de territoire qu'elle en a perdu en 2014-2015. Hein, en voulant se dégager de ce crochet, en fait, il perdrait le territoire du Donbass et peut-être même certainement plus. Donc je pense qu'il ferait peut-être bien de cogiter un petit peu 5 minutes avant de sortir des conneries comme celle-là. Ça serait pas mal, voilà. Et puisqu'on parle de la visite de Zelensky à Washington, cette dernière, quand même, très loin d'avoir été une rencontre majeure. Hein, le bilan, 60 millions de dollars d'aide militaire, avec entre autres livraison de nouveaux missiles anti-char Javelin. Des déclarations creuses sur l'importance de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
un papier sur la coopération énergétique et un mémorandum entre la société ukrainienne Energoatom et la société américaine Westinghouse pour la construction de réacteurs nucléaires pour un montant total de 30 milliards de dollars. Attendez, là, c'est ce mémorandum qui est de loin le truc le plus bizarre de cette visite. Bon, alors Zelensky et les médias ukrainiens sont gargarisés en disant qu'avec ce mémorandum, les États-Unis vont pouvoir investir jusqu'à 30 milliards de dollars dans l'industrie de l'énergie nucléaire en Ukraine. Sauf que quand on lit le communiqué chez Energoatom, qui est la société ukrainienne, on comprend que les 30 milliards, ça représente en fait le budget du projet. Voilà, hein, qui est la construction de 4 réacteurs nucléaires en Ukraine. Il n'y a pas de question d'investissement en fait dans le truc. En fait, Westinghouse va fournir sa technologie de réacteur AP1000 et le carburant qui va avec, mais il faut payer pour tout ça. Et c'est pas Westinghouse qui était en faillite en 2017 et qui a dû être racheté par Brookfield pour sortir de ce statut et être restructuré. C'est pas eux qui risquent d'allonger le pognon pour investir dans ce projet. Parce que bon, même s'ils sont officiellement sortis de la faillite, la compagnie américaine a quand même toujours 3 milliards de dollars de dette, et son rating auprès des agences de notation, c'est B. Alors pour ceux qui savent pas, B, ça veut dire que la société est toujours à risque de refaire faillite pour peu qu'il y ait une crise économique ou quoi que ce soit. Ses actions sont considérées comme des junk. Des junk actions, hein, c'est vraiment, elles sont considérées à risque, et pareil pour le fait de lui accorder un crédit. Hein. Donc ça vous pose un peu le cadre. Donc je vois pas comment cette compagnie qui risque toujours la faillite, puisqu'elle n'est pas compétitive face aux concurrents russes et chinois, et qui doit compter sur des barbouzeries, parce que je peux pas appeler ça autrement, comme en République tchèque, où ils ont accusé la Russie d'être responsable des explosions d'entrepôts d'armement qui ont eu lieu il y a quelques années en arrière, pour évincer les Russes de l'appel d'offres pour justement des projets de centrales nucléaires. Hein, voilà où est-ce qu'ils en sont rendus pour essayer de remporter des appels d'offres, hein, je veux dire, c'est quand même pitoyable. Je veux dire, en République tchèque comme en Ukraine, les entrepôts qui explosent, c'est soit que les mecs sont des incompétents totaux pour gérer la sécurité, soit ça veut dire qu'il y a du vol. Voilà, qu'il y a du vol, de la corruption, et que pour cacher leurs méfaits, les soldats et ou officiers qui sont impliqués dans ces vols-reventes de matériel, comme en Ukraine, hein, eh bien ils font péter les entrepôts juste avant qu'il y ait un audit ou une visite surprise pour vérifier l'état des stocks, d'accord ? Pour cacher leurs crimes, parce qu'une fois que tout a pété, tu peux plus compter. Hein. Donc, je veux dire, la Russie a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Donc, à part en venir à des trucs comme ça pour essayer de remporter des appels d'offres, Westinghouse c'est pas compétitive. Ni en termes de prix, ni en termes de technologie, ni rien du tout. Donc, je vois pas comment cette société pourrait investir dans le domaine du nucléaire en Ukraine. Donc, qui va sortir les 30 milliards ? Parce que ça fait quand même une belle somme, hein. Les investisseurs étrangers ? Bon, après le coup de Motorsiche, hein, dont je vous ai déjà parlé, je vais pas y revenir, hein, où l'Ukraine a dépouillé des investisseurs chinois de leurs biens pour faire plaisir justement à Washington, c'est pas les Chinois qui vont allonger la monnaie. Bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vu que même la présidente estonienne, qui est pourtant un grand soutien de l'Ukraine, a dit qu'elle n'encourageait pas ses concitoyens à investir leur pognon en Ukraine parce qu'ils risquaient de se faire dépouiller de leurs biens parce que la justice est complètement corrompue. Bon, je veux dire, il n'y a pas que l'Estonie, hein, donc ça veut dire en gros tous les investisseurs européens, tu peux oublier aussi. Les investisseurs russes sont persona non grata en Ukraine, hein, donc pas possible d'envisager cette option-là. Et je vois pas comment l'Ukraine elle-même pourrait financer un tel projet dont le montant équivaut presque à la totalité du budget annuel de l'État ukrainien. Je rigole pas. Ils ont un budget annuel, c'est 39 milliards. Comment un pays qui a un budget annuel de ce niveau-là escompte payer un projet de 30 milliards ? Je veux dire, ça équivaut à un an de budget, quoi. Donc là je me suis dit, attends, soit Westinghouse s'expose à des gros problèmes, genre les projets de réacteurs nucléaires en Caroline du Sud et en Géorgie, aux États-Unis, hein, l'État de Géorgie, qui ont été à moitié finis, ça a foutu Westinghouse dans le rouge, et c'est comme ça qu'ils ont fini en faillite en 2017, soit il y a une magouille.
Et en fait, en cherchant justement des informations sur Westinghouse, je suis tombée sur un article de Bloomberg qui explique toute l'arnaque. Alors, l'année dernière, à l'époque Trump, les États-Unis ont modifié un point de leur législation, et entre autres un point de règlement d'une de leurs, comment on peut appeler ça, agences de développement économique pour les marchés émergents, une de leurs nombreuses agences, genre USAID, etc. Donc ça elle s'appelle la DFC, donc c'est la US International Development Finance Corporation. Ils ont modifié les règles de fonctionnement de cette DFC pour lui permettre de financer des projets de réacteurs nucléaires décrochés par des sociétés américaines à l'étranger et ainsi fausser la concurrence face à la Russie et à la Chine. L'article de Bloomberg le dit. Non mais texto, je vous jure, c'est pas une blague. Vous irez voir sur mon article, il y a le lien vers l'article Bloomberg, vous irez le lire. On te dit texto que le but c'est, pour damer le pion à la Russie et à la Chine dans le domaine des réacteurs nucléaires, les États-Unis ont modifié leur législation à ce sujet-là pour donner un avantage concurrentiel à leur société. Ça s'appelle la concurrence faussée et de la subvention déguisée, voilà. Donc ce qu'ils ont changé, c'est qu'auparavant cette DFC, jusqu'à l'année dernière, ne pouvait pas financer ce genre de projet. Donc là ils ont changé ça, et comme Bloomberg le dit d'ailleurs très bien dans l'article, des pays comme la Roumanie, la Pologne ou l'Ukraine signent des mémorandums avec des sociétés américaines, comme celui que Zelensky vient de signer, et puis Oncle Sam leur fournit l'argent sous forme de prêts ou de garanties pour mettre en œuvre ces projets via donc la DFC. Donc c'est une agence qui est financée entre autres par des fonds publics, qui sont alloués sur décision du Congrès américain, et elle se charge de trouver pour chaque projet dans chaque pays un ou des investisseurs privés pour fournir les fonds requis. Et la DFC se porte garante pour un montant pouvant aller jusqu'à $1 milliard auprès des investisseurs privés en cas de problème, genre problème avec les taux de change, ingérence gouvernementale ou violence politique type terrorisme, quoi. Voilà. Donc comme je le disais, jusqu'en juillet de l'année dernière, ils n'avaient pas le droit de financer ça, puis pouf, ça a été changé. Alors la raison officielle, c'est de soutenir la transition des pays en développement vers une énergie plus verte. Mais en vrai, comme je vous le dis, c'est un subventionnement déguisé de l'industrie de l'énergie nucléaire américaine. Je rappelle, ceci est prétendument inacceptable dans l'économie de marché libre et non faussée que les États-Unis promeuvent. Je rappelle que la France s'est vue interdire de sauver ses entreprises nationales via des subventions ou des aides quelconques sur ce principe, voilà, mais les États-Unis, non, il n'y a pas de problème, eux ils peuvent, voilà, donc ils rendent artificiellement plus concurrentielle leur société face à la Russie et à la Chine avec ce système-là. Bon, qui va payer ces subventions déguisées? Ça va être les Ukrainiens et les contribuables américains. Les Ukrainiens, parce que l'Ukraine va devoir rembourser ce énième prêt qui lui sera accordé, vendre le peu qui lui restera à vendre pour payer. Non, ça va se finir qu'ils vont vendre leur porc comme la Grèce, ils vont finir à poil. Et puis bon, vu que l'Ukraine est insolvable, soit il va falloir restructurer la dette, soit ils feront carrément défaut. Donc c'est le contribuable américain qui à ce moment-là va devoir éponger le déficit et entre autres financer les 1 milliard de garanties auprès des investisseurs privés, qui auront perdu leur pognon dans l'affaire. Donc ce mémorandum conclu par l'Ukraine avec Westinghouse, c'est l'exemple parfait d'un schéma de corruption internationale qui permet de drainer les impôts des contribuables de plusieurs pays, donc là en l'occurrence l'Ukraine et les États-Unis, mais je vous dis, ça concerne aussi la Roumanie, la Pologne, etc., vers des sociétés privées qui feraient faillite sans ces subventions déguisées. D'ailleurs, même Nadia Savchenko, elle est d'accord avec moi. Je veux dire, on n'est pas du même bord, elle et moi, mais même elle a dit que ce truc était une trahison. Elle a dit, on va devoir payer le crédit de ce truc, et on est en train d'engraisser des sociétés américaines au lieu de développer l'industrie ukrainienne. Donc on va payer un crédit pour filer du boulot aux Américains et aux sociétés américaines. Je veux dire, quand même Nadia Savchenko est d'accord avec moi, si tu veux, je pense qu'on peut pas hurler à la propagande russe, je veux dire, voilà. C'est dans l'état de l'Ukraine, ça devient une catastrophe.
D'ailleurs, pour vous donner une idée de l'état de l'Ukraine, une petite anecdote qui vient de Kharkov. Il semble que comme à la chute de l'URSS, certains en Ukraine reçoivent désormais une partie, en tout cas, de leur salaire sous forme de biens. Et non d'argent. On a ainsi l'histoire d'un conducteur de métro de Kharkov qui n'a pas reçu son salaire depuis un mois. Chaque semaine, il touche que 10% de ce dernier, donc bon, il n'est pas du tout, quoi. Et au lieu de l'argent que lui doit la compagnie, la société du métro de Kharkov lui a filé des billets pour le zoo. Véridique. Qui est en train de rouvrir après des gros travaux d'aménagement. Donc bon, il s'est dit, vu qu'il y a pas mal d'engouement, beaucoup de gens veulent aller voir le zoo une fois modernisé, il a essayé de revendre les 3 billets pour 2500 hryvnias. Je vous montre le screenshot du site de vente. Bon, il s'est dit comme ça pour essayer de payer les factures et quoi bouffer, parce qu'avec les 10% de salaire qu'il lui verse, c'est pas avec ça qu'il va vivre. Ça a fait un scandale. Résultat, la compagnie a voulu le forcer, lui et sa femme, parce que sa femme bosse aussi pour le métro de Kharkov, ils ont voulu les forcer à écrire une lettre de démission, mais ça a rajouté un scandale au scandale, parce que les médias ukrainiens s'en sont emparés, et là la compagnie a prétendu, mais non, promis, on va pas lui demander de démissionner, ni sa femme, donc... vous voyez la situation de l'Ukraine, et vous voulez que des mecs investissent 30 milliards dans un pays comme ça? C'est une blague. Non, mais je pense que leur truc c'est mort-né, je pense que le truc avec Westinghouse, ça va se terminer en autre boudin, mais je veux dire, c'est un schéma de corruption qui est absolument incroyable. On continue avec Biden et les schémas de corruption internationaux avec l'Ukraine. On a déjà eu la Burisma, on continue. On change pas une équipe qui gagne. Pendant ce temps à Kiev, j'en ai plusieurs. Alors, lors de sa visite à Washington, toujours, Zelensky a eu droit à plusieurs moments un petit peu gênants. Le premier, lorsque la chaîne C-SPAN a renommé Volodymyr Zelensky en Volodymyr Levinsky. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des années 90 ou qui ont un petit peu oublié, il y a eu une personne avec ce nom de famille qui a été célèbre aux États-Unis, c'est Monica Lewinsky, qui était une stagiaire de la Maison Blanche qui est devenue célèbre pour les gâteries qu'elle faisait à Bill Clinton. Voilà, je vais rester poli. Alors, est-ce que c'est Span dans ce lapsus révélateur sous-entend que Zelensky fait la même chose à Biden? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez drôle. Donc, il y en a qui ont appelé Zelensky Monica Zelensky ou Volodymyr Lewinsky. Donc déjà, premier moment gênant, on commence bien. Le deuxième moment gênant fut quand il a reçu en guise de cadeau un livre intitulé Traumatisme cérébral modéré, qui est un guide américain pour traiter les commotions cérébrales, qui a été traduit de l'anglais vers l'ukrainien par la Fondation médicale américano-ukrainienne. Bon, là aussi, il y a beaucoup de gens qui en ont ricané en disant que... il y avait peut-être là un sous-entendu caché sur l'état du cerveau de Zelensky, donc bon, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais il y en a beaucoup qui ont demandé quand même s'il n'y avait pas d'autres cadeaux à lui faire quand même, que ce genre de truc, bref. En plus, alors pendant la signature du mémorandum sur l'énergie et celui avec Westinghouse, je vous montre les photos, Zelensky se tenait derrière les personnes qui signaient les documents, dans une posture ridicule, tout seul en arrière-plan. Tout le monde s'est foutu de lui en Ukraine en voyant ces photos, bref. Et Zelensky a fini de se ridiculiser tout seul quand il a déclaré que le gaz russe était le plus sale du monde, parce que prétendument, il y avait beaucoup d'émissions de méthane pendant sa production et son transport, ainsi que la corruption, du chantage et de la manipulation. Ça, je crois qu'il parle de la partie quand il passe en Ukraine, je pense. Ça a fait rire tout le monde. Parce que bon, le gaz de schiste américain ou ukrainien est autrement plus sale à produire que le gaz russe. Quand vous injectez des liquides remplis de merde chimique sous pression dans le sol, je pense que niveau pollution, vous dépassez de loin les gisements classiques. En plus, je rappelle quand même qu'entre avec Nord Stream et Nord Stream 2, le gaz russe passe de plus en plus par des gazoducs, donc c'est la méthode la plus propre, parce que c'est celle qui justement consomme le moins de carburant, contrairement à l'envoi de méthanier à travers l'océan pour livrer ton client. Et puis surtout, là où tout le monde s'est foutu de sa gueule, c'est en me disant que c'est marrant parce que la saleté du gaz russe a pas l'air de le gêner quand il mendie auprès de Joe Biden
d'arriver à faire cesser la construction de Nord Stream 2 pour que l'Ukraine garde le transit de ce même gaz russe très très sale et la manne financière qu'il assure à l'Ukraine. Hein, quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Non, à moins que le passage par l'Ukraine nettoie le gaz russe, hein, comme si l'Ukraine était un filtre. Bon, non, tout le monde se fout de sa gueule avec ce truc-là. C'est non. Je veux dire, tu peux pas dire que le gaz russe est le plus sale du monde et dans le même temps être là en train de demander mais s'il vous plaît, laissez-nous le transit de gaz russe. Non, faut savoir ce que tu veux. Je veux dire, c'est typiquement ce genre d'attitude qui fait que vous allez le perdre, le transit de gaz russe. D'accord ? Si tu tiens absolument à conserver le transit de gaz russe, tu commences par bien te comporter avec ton client. D'accord ? Tu commences par traiter ton client avec respect. Tu fais pas ce genre de truc. Là, tu craches à la gueule de ton client et après tu dis oui, mais vas-y, re-signe-moi un contrat pour me filer 3 milliards de taxes de transit par an. Mais vous attendez un miracle ou quoi ? Mais bien sûr que Gazprom va vous envoyer bouler, quoi. Je veux dire... Non mais il y a un moment, il y a un truc, ça s'appelle le karma quand même. Je vais dire action-réaction. Je veux dire, si tu craches à la gueule de ton client, il va pas renouveler le contrat. Enfin, Vous croyez quoi, que les Russes lisent pas la presse ? Ils ont lu ce genre de conneries, ils en rigolent, moi je te le dis. Ils se foutent bien de votre gueule. Pendant ce temps-là, à Kiev, toujours, deuxième, on a Alexei Arestovitch, encore lui. Qui manque jamais une occasion de dire une connerie. En plus de raconter donc des âneries sur les accords de Minsk, il a aussi proposé, tout à fait sérieusement, de renommer l'Ukraine en Russe-Ukraine. Voilà, sous prétexte que Zelensky a utilisé 5 fois ce terme récemment, et que cette idée serait soutenue par les autorités ukrainiennes, le but étant de retirer à la Russie la marque russe, Russie, alors sous prétexte que Moscou aurait piqué le nom de Russie à l'Ukraine quand la Rousse de Kiev a disparu. Alors, pour vous montrer à quel point c'est débile, je vais vous faire un parallèle. Je vous laisse imaginer si l'Allemagne revendiquait le nom de France, et décidait de s'appeler la Franque-Allemagne, sous prétexte qu'à l'époque de Charlemagne, la capitale du royaume franc était à Aix-la-Chapelle, et que cette ville se trouve maintenant en Allemagne. C'est du même niveau de connerie. Je veux dire, je peux pas vous expliquer plus simplement quand même. Je veux dire, non. Il n'y avait pas d'Ukraine avant 1917. D'accord ? Avant la révolution et l'éclatement de l'Empire russe, il n'y avait pas d'Ukraine. C'est aussi simple que ça. D'accord ? À l'époque de la Rousse de Kiev, il n'y avait aucune mention d'une Ukraine ou de quelque chose. Non, Maria Zakharova s'est même foutu de sa gueule, en proposant plutôt Ukrus, Ukrus comme nouveau nom pour l'Ukraine. Certains ont dit que là, fallait vraiment envoyer les politiques ukrainiens chez les psys pour se faire diagnostiquer, parce que là, le niveau de connerie était tellement stratosphérique que là, c'était plus possible. Et vraiment pour vous prouver que non, à l'époque de la Rousse de Kiev, il n'y avait pas de mention de l'Ukraine. Un truc tout simple, je vous prends 911, les tout débuts de la Rousse de Kiev. Il y a eu un traité conclu entre les Russes de Kiev et Byzance. On parle de Russes, de terre russe, mais il n'y a pas d'Ukrainien. Voilà. Non, ça n'existait pas. Voilà. Je vous renvoie à mon article et ma vidéo sur l'histoire de l'Ukraine et comment cette histoire de création d'un peuple qui n'a jamais existé. Je veux dire, il n'y a pas de peuple ukrainien. C'est n'importe quoi. C'est une invention des nationalistes polonais pour faire chier les Russes quand ils leur ont piqué le territoire actuel de l'Ukraine. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'ailleurs, dans la lignée de cette ânerie, il a aussi proposé de renommer la langue ukrainienne, suite à ce renommage du pays, en langue russe, sous prétexte que l'ukrainien serait la langue la plus proche de celle parlée dans la Rousse de Kiev, l'ancien slave, ce qui est une connerie sans nom, ça aussi, bref. Et en plus, comme Zelensky, il y a quelques temps en arrière, il s'est emmêlé les tartines entre les adjectifs ruski et rassiski, dont je vous ai déjà parlé, en disant qu'il faudrait donc appeler cette langue ruski yizik et pas rassiski yizik. Sauf qu'en russe, on ne dit pas rassiski yizik, on dit pas la langue de la Russie, mais on dit bien déjà ruski yizik, la langue russe.
Ça fait aucun sens, ça va foutre un beau bordel, vu qu'en Ukraine ils censurent la langue russe partout, il va y avoir de la confusion, hein, je dirais, ils vont plus savoir quelle langue parler, voilà, donc là tout le monde se fout de leur gueule, non, là c'est... Là on vole haut quand même, hein, niveau conneries. Et puis alors, histoire de vous prouver définitivement que les autorités ukrainiennes sont vraiment des cakes, pour pas dire autre chose, pour pas dire des débiles, je vous montre un petit document qui a été envoyé par le premier ministre ukrainien Shmyhal au chef d'oblast, donc au chef de région. Donc il a demandé à chacun hein, d'ouvrir dans chaque région une nouvelle entreprise de plus de 500 employés, dont les produits doivent être compétitifs au niveau mondial. Alors on a un analyste ukrainien, Igor Liesev, qui a commenté ce tombereau de conneries en disant qu'en comparaison de cette bêtise, même le grand saut de Mao, ça ressemblait à un plan d'affaires respectable. Effectivement, rayon business plan, non mais... Alors je vous cite Igor, textuellement, hein, il a dit « Vous et moi avons été pris en otage par des dégénérés. Des dégénérés qui sont convaincus que l'on peut créer 25 entreprises avec un papier de la taille d'une page A4. Lorsqu'une personne souhaite ouvrir un étal de légumes, son plan d'affaires, hein, ce qu'on appelle le business plan, est déjà plus épais. D'ailleurs, l'expression étalage de légumes contient déjà une idée. Dans ce document, au nom du Premier ministre, il n'y a qu'un vide lugubre. Voilà, il a dit que ce document prouve que idiot, c'est une profession en Ukraine, tout en disant que c'est certainement pas une idée de Shmyhal, mais du bureau de Zelensky, et que Shmyhal a été obligé d'appliquer les ordres et de signer cette monstrueuse connerie. Voilà, mais ça en dit long hein, sur la compétence des autorités ukrainiennes. Hein. Je pense qu'ils se sont inspirés du slogan de Macron, soyez fiers d'être des amateurs. Hein. On voit le résultat. Non mais... Vouloir créer 25 entreprises de plus de 500 employés avec un ordre sur une feuille A4. Là, je sais plus s'il faut en rire, en pleurer, ou en pleurer de rire, ou... Je sais plus. Autre news qui a pas mal défrayé la chronique, je vous la passe vite fait en conclusion, c'est le fait que le 30 septembre, le mandat de la mission de l'OSCE côté russe, c'est-à-dire il faut savoir que depuis 2014, en guise de geste de bonne volonté pour prouver qu'elle ne fait pas passer des armes par la frontière, la Russie avait donné un mandat à l'OSCE pour que celle-ci stationne des observateurs à 2 points de passage de la frontière entre la Russie et le Donbass, qui sont celui de Donetsk et de Gnutovo. Ce mandat arrive à expiration le 30 septembre. La Russie vient de refuser de le renouveler. Donc les mecs, ils ont jusqu'au 30 septembre pour se casser. La Russie a justifié, bon bien sûr l'Ukraine a hurlé en disant que c'était la preuve que la Russie préparait un coup foireux. En vrai, la Russie a expliqué pourquoi, tout simplement parce que c'était un geste de bonne volonté qui avait été fait en 2014 en espérant que ça pousserait les autorités ukrainiennes, entre autres, à engager le dialogue et à résoudre pacifiquement le conflit dans le Donbass. Mais que, vu que manifestement, ils sont prêts à tout pour se casser des accords de Minsk, et qu'ils ont définitivement pas l'intention de les appliquer, ni de discuter avec nous, comme c'est prévu, bon, ils ont dit, ça sert à rien, on va pas continuer à maintenir cette mission à la frontière, alors que le but, manifestement, sera jamais atteint, que c'est un échec flagrant, donc ça sert à rien. On va pas maintenir cette mission-là, alors qu'elle sert à que dalle. Donc voilà, ils ont annulé ce truc-là, donc ça a fait beaucoup jaser dans les médias ukrainiens et dans certains relais occidentaux qui hurlent comme des hystériques. Mais bon, ça se comprend totalement. Enfin, je veux dire, c'est comme la mission ici, ça sert à rien. Je veux dire, les pays européens pourraient faire de sacrées économies en s'épargnant de devoir payer... ces mecs qui restent à l'hôtel, qui vont aller boire des coups le soir, se bourrer la gueule au café, mais qui servent à rien. Je veux dire, la plupart du temps. De temps en temps, ils font leur boulot. Ok, je suis méchante. De temps en temps, ils font leur boulot. Mais bon, la plupart du temps, surtout là en ce moment, ils servent plus à rien. Donc, ça sert à rien de les payer une fortune, parce qu'ils sont payés une fortune. Pour rien.
Voilà, donc à un moment, faut arrêter le tir. Bon, je pense qu'il y a des risques de provocation côté ukrainien, surtout autour de la date des élections de la Douma d'État en Russie, puisque les habitants du Donbass vont pouvoir participer, soit par vote électronique à distance, soit en se rendant en personne en Russie. On a des convois de bus qui sont organisés pour pouvoir emmener les gens qui veulent plutôt faire ça physiquement, de pouvoir se rendre en Russie de manière organisée. Donc ça c'est bien. Mais clairement, il y a un risque que l'Ukraine décide de nous faire des provocations ces jours-là. Donc ça c'est un truc qui effectivement on s'y attend. Là on a eu les cérémonies des 3 ans de la mort, donc de l'assassinat d'Alexandre Zakharchenko. Là aussi j'ai fait un reportage, je vous encourage à aller le voir. Je ferai un reportage bien entendu le 8 septembre à Saour-Mogila pour l'anniversaire de la libération du Donbass en 1943. Par l'armée soviétique. Mais donc voilà, situation surveillée quand même de près, parce qu'avec ces dates-là qui approchent, je pense qu'il y a de plus en plus de risques de provocation, entre autres de bombardements, de provocation contre les civils, de la part de l'armée ukrainienne. Donc situation à suivre de très très près, et on va voir comment la situation politique évolue en Russie après ces élections, puisque un certain nombre de députés du parti présidentiel Russie Unie ont fait des promesses vis-à-vis du Donbass qu'ils ont promis d'appliquer après les élections. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger au niveau de l'intégration du Donbass avec la Russie après, entre autres la facilitation du passage de la frontière, ce genre de choses, après les élections de la Douma d'État, une fois que les nouveaux députés auront obtenu leur mandat. Donc situation à suivre et à surveiller de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.